Nous sommes le vendredi 26 octobre, bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8, l'hebdo sur TV 78, voici les titres. C'est midi, c'est le nom de la nouvelle structure créée par le conseil départemental et Sodexo. Elle va gérer 114 collèges des Yvelines avec pour objectif le fait maison et le développement des filières locales. Le maire de Saint-Cyr-l'École évoque un climat sécuritaire dégradé. Il lance un appel auprès du ministre de l'Intérieur. Bernard Debain demande au gouvernement de faire régner l'ordre public. Il nous expliquera pourquoi dans quelques instants sur ce plateau. Et puis, comme chaque vendredi, le point sur l'actualité de la semaine, de la pré-campagne électorale à Coignères à la semaine de la parentalité au Clé-sous-Bois. Bernard Debain, bonjour et bienvenue. Bonjour. Maire Les Républicains de Saint-Cyr-l'École, vous allez nous accompagner tout au long de cette édition et nous allons voir avec vous les raisons de votre lettre au ministre de l'Intérieur. Mais pour le moment, que va changer la mise en place d'une nouvelle structure pour la gestion de la restauration et du nettoyage des collèges yvelinois? Sodexo et le département sont maintenant liés jusqu'en 2026. Explication. Sodexo et le département des Yvelines viennent d'officialiser la naissance de CEMIDI, actionnaires publics et actionnaires privés réunis au sein d'une structure qui, au 1er janvier 2019, prendra en charge 114 collèges. C'est un très gros marché pour nous et c'est une excellente nouvelle pour Sodexo Éducation puisqu'effectivement le marché de Marseille, c'est à peu près 320 écoles avec plus de 50 000 repas produits chaque jour et là nous sommes sur 48 000 repas produits chaque jour. Pour le département, cette structure permettra de favoriser l'utilisation de produits locaux et bio. 125 producteurs franciliens seront ainsi sollicités, mais aussi d'harmoniser l'organisation de la demi-pension avec une plus grande équité dans le coût des repas pour les familles. Actuellement, il y a 74 tarifs différents pour les 116 collèges. Désormais, il y aura des tarifs qui iront de 1 € à 4 € en fonction des revenus de la famille. Et le coût du repas est de 8 €. C'est-à-dire que le département continuera à subventionner de 50% à 90% selon les revenus des familles, le prix du repas. Dans le cadre de cette structure, des contrats aidés seront aussi développés et 70 postes de responsables d'exploitation créés. Un montant de ce contrat entre Sodexo et les Yvelines, 400 millions d'euros pour 7 ans. Je vous fais part de mon profond désarroi face à la dégradation du climat de sécurité dans ma ville. C'est ainsi que Bernard Debain, maire de Saint-Cyr-l'École, que vous débutez votre lettre adressée au nouveau ministre de l'Intérieur. Vous êtes désespéré aujourd'hui? Désespéré, non, parce que je pense qu'il y a toujours des solutions. Et que si on était désespéré, on baisserait les bras. On ne baisse pas les bras du tout, simplement... Je constate que depuis quelque temps, il y a un certain nombre d'événements et particulièrement d'affrontements et de bagarres entre bandes qui se produisent et dont certaines bandes ne sont pas du tout issues de la ville, mais il y a des rivalités anciennes. Saint-Cyr ayant une gare qui mène à la fois vers Dreux et vers Rambouillet, certaines bandes se donnent rendez-vous à Saint-Cyr, ce qui n'est pas forcément le meilleur endroit. C'est une situation inédite. Comment vous expliquez cette montée de la violence? Vous l'avez constatée au fur et à mesure des années? Alors on a eu des épisodes, mais ce qui est important surtout, c'est l'escalade de la violence. Là où vous aviez avant des poings et des bâtons, maintenant arrivent les barres de fer, arrivent les battes de baseball. Parmi les 5 jeunes qui ont été déférés au tribunal, il y en a une vingtaine qui sont partis au poste de police. 5 ont été déférés au tribunal dernièrement pour 2 bagarres à 2 jours consécutifs. Il y avait une baïonnette. Je pense pas que c'est pour faire des caresses. Il y avait naturellement barre de fer, batte de baseball, marteau. Quand on donne un coup de marteau sur un crâne, je pense que, ou une baïonnette, certains ne se rendent pas compte jusqu'où peuvent aller leurs actes. En plus, ce sont des mineurs de plus en plus jeunes. Et ces affrontements de bandes, les jeunes qui s'y retrouvent, je pense que certains ne savent pas pourquoi ils y sont. Ils y sont parce qu'on leur a dit de venir. Et là, je dirais que le phénomène qui existe depuis quelques années
s'est amplifié à cause des réseaux sociaux et des téléphones portables. Avant, pour aller téléphoner chez les copains pour leur dire de venir, c'était plus difficile. Aujourd'hui, en quelques secondes... Une performance, on se filme aussi pour le mettre en ligne et susciter les réactions des autres. Aujourd'hui, en quelques secondes, on peut mobiliser beaucoup de monde. Les faits dont vous parlez sont survenus il y a quelques jours à Saint-Cyr-l'École devant un établissement scolaire. Devant un établissement scolaire, un lycée professionnel, et ensuite le lendemain, près du marché, un peu plus loin, il y a eu, en plus de la police locale, la BAC de Versailles, mais surtout, à la suite des renseignements que les policiers avaient eus, les gendarmes à cheval sont venus. Il faut dire que des gendarmes à cheval, ça impressionne. Donc, je veux dire que on ne peut pas avoir tout le temps une présence policière comme ça. Il faut prendre le problème à la source. Oui, des mesures sont attendues dans les prochaines heures, prochains jours de la part du gouvernement, justement, parce que ces faits ne sont pas isolés sur la commune de Saint-Cyr-l'École. On a pu le constater dans l'actualité nationale, ne serait-ce qu'avec ce jeune, par exemple, qui a braqué l'un de ses enseignants. Aujourd'hui, on n'est plus dans la simple incivilité, vraiment face à des violences. Le problème de fond, ça reste quoi? L'éducation. Vous attendez quoi comme mesures concrètes pour vous aider à reprendre un peu la main sur la sécurité dans votre commune? Alors, ce que je veux, si vous voulez, c'est qu'une commune qui est calme ne bascule pas dans la violence. Mais pour ça, on ne peut pas simplement dire que l'on va s'occuper des communes qui sont en zone d'éducation prioritaire, par exemple. Il ne faut pas que les autres atteignent ce niveau de violence. Nous avions, il y a quelques années, 3 quartiers de la ville étaient en contrat urbain de cohésion sociale, ce qu'on appelle le CUCS. Nous l'avons perdu il y a 4 ans, parce que la moyenne de richesse des habitants de ces quartiers a augmenté de 40 €. L'effet couperet, revenus, voilà. Oui, mais l'effet couperet, c'est d'abord une perte pour la ville à l'époque qui était d'un peu plus de 600 000 €, mais surtout, ce qui était lié à ça, c'est qu'on avait des éducateurs de rue payés par le conseil départemental. La ville en payant 20%. Et du jour au lendemain, vous n'êtes plus en quartier CUCS, donc vous n'avez plus d'éducateurs de rue. Et les éducateurs de rue, c'était quand même une alerte. Je rappelle que vous avez adressé un courrier au nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et vous évoquez aussi dans ce courrier des populations qui ne s'intègrent pas, qui ne s'intègrent plus. Des populations qui ne s'intègrent pas parce qu'on ne leur donne pas les moyens de s'intégrer. Juste avant de venir, j'avais une demande de domiciliation venant du SAMU social de Paris, donc je dis merci à Madame la maire de Paris, de mettre dans les départements les gens dont elle n'arrive pas à s'occuper. Ces gens sont d'origine albanaise. Bon, je ne savais pas que l'Albanie était une zone de guerre. Très bien, on accueille ces gens-là, ils sont là depuis 2016, la famille. Mais il y en a d'autres, nous en avons une trentaine de familles, sont logées dans un hôtel depuis 2 ans. Est-ce que c'est normal qu'on soit à l'hôtel, qu'on n'ait pas eu de logement pour être capable de trouver une autonomie? C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on a des problèmes dans les écoles, y compris les écoles maternelles depuis 2 ans, école maternelle, école élémentaire, parce que ces enfants ont été mis directement dans le bain scolaire sans parler un mot de français, parce que l'école qui est capable d'accueillir ces enfants étrangers à Fontenay-le-Fleury n'a plus de place. Donc je demande au ministre de l'Éducation nationale, mettez les moyens pour qu'on accueille des réfugiés. Vous nous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas désespéré, vous n'avez pas envie de jeter l'éponge. Ah non, pas du tout. D'abord parce que c'est pas dans mon caractère. Il faut qu'on trouve les moyens, mais c'est pas uniquement des moyens répressifs. Je dirais que si j'avais plus de moyens, j'aurais peut-être plus de police municipale. Nous avons fait des efforts en termes de vidéosurveillance, ne serait-ce que nous avons créé avec Fontenay-le-Fleury et Bois d'Arcy un centre urbain intercommunal de vidéosurveillance, mais ça ne suffit pas pour moi, c'est à la base. Et l'école est le premier endroit où on doit pouvoir éduquer les enfants pour qu'ensuite ils ne quittent pas l'école parce qu'ils sont désœuvrés, qu'ils ne basculent pas dans la violence
et qu'ensuite ils puissent par la formation avoir du travail. Bernard Debain, vous restez avec nous, maire de Saint-Cyr-l'École. Je rappelle que vous avez adressé donc ce courrier au ministre de l'Intérieur pour l'alerter sur la situation que vous rencontrez actuellement à l'insécurité dans votre commune. Et ça ne touche pas uniquement la commune de Saint-Cyr, on a eu l'occasion de le rappeler. L'actualité, nous allons en faire le tour à présent dans la suite de cet hebdo. Auparavant, c'est l'heure de notre rubrique « Ça s'est passé ». Et escale cette semaine en 1993. En novembre, la ville d'Elancourt lance la première réhabilitation du cœur historique de Saint-Quentin en Yvelines, le quartier des Sept-Mars. C'est en 1975 que ce quartier a vu le jour, avec une conception aujourd'hui obsolète. 20 ans après, les Sept-Mars font peau neuve. Précurseur, ce centre intégré, ancien fer de lance de la vie nouvelle, franchit une autre étape de sa maturité. Alors que l'engouement s'est déplacé vers l'Est, les Sept-Mars affichent de nouvelles ambitions urbaines face à un isolement dont ils font aujourd'hui les frais. Ce centre a perdu son attractivité, les gens n'y viennent plus, il est devenu triste. Il faut donc le restructurer. Nous avons cherché à l'adapter. Nous avons vu que c'était tout à fait insuffisant. C'est une véritable transformation à laquelle il faut procéder. En termes d'architecture, cette volonté de changement entraîne de sérieux bouleversements. Les plus importants sont le déplacement de l'Intermarché vers le rond-point des Sept-Mars, qui lui héritera de l'actuelle station-service située près du commissariat, ainsi que de nouvelles places de parking. Autre modification de taille, l'élargissement des boyaux ou des rues étroites, propices au courant d'air, ainsi que la destruction de passerelles et l'aménagement des accès souterrains. Toutes ces mesures s'accompagnant de la construction de nouveaux logements offriront de nouvelles perspectives, tant sur le plan de l'architecture que de la vie. On sait maintenant que, vu la présence des Auchan, des centres-villes de Saint-Quentin et autres, ce type de centre commercial marche mal, donc il faut qu'il marche. On l'ouvre, on permet du stationnement en périphérie, on montre tous les commerces, on fait des passages abrités, etc., pour qu'ils redeviennent accueillants, vivants et dynamiques. Destiné à redynamiser le centre à la demande des commerçants qui traversent actuellement une passe difficile, la restructuration des Sept-Mars n'en reste pas moins un pari social, celui d'améliorer le cadre de vie des Élancourtois pour l'avenir. Dans l'immédiat, et avant que cette transformation ne prenne corps, il faudra qu'au terme de l'enquête publique qui débute le 22 avril prochain, la nouvelle ZAC proposée par l'EPA soit acceptée par les pouvoirs publics. Retour en 2018 avec notre invité. Les événements marquants de cette semaine. Nous débutons par de la politique. Pierre Bédier, dorénavant président des Républicains des Yvelines, vient de faire connaître sa feuille de route et la composition de son nouveau bureau. Comme annoncé, il a fait preuve d'ouverture en donnant 2 vice-présidences à ses anciens opposants lors de la campagne. Alexandra Dublanche est ainsi en charge du projet et Othmane Nasrou chargé des élections. Bernard Debain, cette nouvelle organisation de la fédération, vous en êtes satisfait ? Ça fait preuve d'ouverture. Pour vous, aujourd'hui, les choses vont s'apaiser au sein de... J'appellerais pas ça de l'ouverture. Pour moi, c'est la famille s'est rassemblée. Qu'il y ait eu plusieurs candidats, au contraire, c'était formidable. Parce que s'il y avait eu qu'un seul candidat, ça aurait été un petit peu dommage. Et la deuxième des choses, maintenant, faut se mettre au travail. Parce que depuis les élections présidentielles, on ne peut pas dire qu'il s'était passé grand-chose dans le département. Quelle doit être la priorité des Républicains, justement, pour le département des Yvelines, j'entends ? Aller au-devant des gens, porter leurs paroles et leurs besoins, faire des propositions, se mettre au travail, parce que ça dormait un peu. Au niveau national, tout de même, cette semaine, un sondage Ipsos nous apprenait que Marion Maréchal recueillait plus d'opinions favorables que Laurent Wauquiez auprès des sympathisants des Républicains. Ça veut dire que les Républicains doivent durcir un peu la ligne à droite ? Vous savez, moi j'ai adhéré au RPR il y a quelques années, parce que j'ai toujours une fibre gaulliste. Dans l'action du général de Gaulle, il y avait un volet social qui était très important. Lorsqu'il y avait des rassemblements, il y avait une base
qui était véritablement populaire. Ça, je pense que c'est indispensable. Et puis, il y a certains discours et certaines attitudes que je ne pourrais pas accepter. Donc, pour moi, il est important de retrouver cet élan que nous avions il y a quelques années. Parlons à présent d'une autre formation politique, la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon persiste et signe après son coup de colère la semaine dernière. Il est toujours agacé, énervé contre la justice, le gouvernement, la presse. Nous recevions cette semaine l'un des responsables du groupe d'action de la France Insoumise à Trappes. Écoutez-le. Il y a des militants qui, effectivement, se posent des questions, il va un peu loin, etc. Mais quand on connaît Jean-Luc Mélenchon depuis quelques années, on le suit, on connaît sa capacité à s'indigner avec tempérament, etc. Donc, si vous voulez, nous, on n'est pas choqués de ça. Ce qui nous choque davantage, c'est toute la machine judiciaire et médiatique qui s'est mise en œuvre à cette occasion-là pour des faits pour l'instant qui ne sont pas prouvés, qui ne sont pas démontrés. Bernard Debain, cette réaction de Jean-Luc Mélenchon vous a choqué, pardon ? De la part de quelqu'un qui aspirait à être président de la République, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de maîtrise. Maintenant, sur le fond de l'affaire, vous savez, quand on a vu aussi la déferlante pendant la campagne contre François Fillon, 18 mois après, on attend encore. Moi, je n'ai rien à dire sur les accusations ou les interrogations concernant la campagne de M. Mélenchon. Est-ce que l'État cherche tout de même à déstabiliser l'opposition ? C'est en tout cas ce qu'avance la France Insoumise. Je pense qu'il y a des juges aussi. On est quand même dans un État de droit, donc je pense que la première des choses, c'est de faire confiance en la justice. Dernier sujet politique sur lequel j'aimerais vous faire réagir avant de vous libérer pour ce 7-8 hebdo qui va se continuer ensuite. C'est l'élection qui se prépare à Coignères après la démission du maire mise à mal par une partie de son opposition. Une nouvelle élection aura lieu le 25 novembre. Déjà 4 listes sont connues, dont 2 de l'ancienne majorité. Est-ce que vous avez échangé par exemple avec le maire de Coignères ? Est-ce que vous avez regardé ce qui s'y passait ? Je vous pose aussi cette question parce que vous avez connu des rapports difficiles au sein de la majorité, avec l'opposition aussi dans la commune de Saint-Cyr-l'École. Ce n'est jamais un moment très agréable pour un élu. Oui, il y a eu une mandature qui n'a pas été facile tous les jours, contrairement à celle qui est actuelle. Écoutez, moi, je ne suis pas du tout au courant des problèmes. J'ai lu naturellement dans la presse les raisons aussi qui ont poussé à cette démission. Je pense que les électeurs de Coignères jugeront eux-mêmes. Merci Bernard Debain de nous avoir accompagnés pendant une bonne partie de cette édition. Maire de Saint-Cyr, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que vous demandez à l'État d'intervenir pour faire régner l'ordre public, notamment dans votre commune. Merci à vous. Nous poursuivons cette hebdo avec la semaine de la parentalité qui vient de se tenir au Clé-sous-Bois. À cette occasion, des ateliers d'initiation avec des massages pour les bébés étaient notamment proposés. Le reportage de Manon Varaldo. Des bébés plus détendus grâce à des massages bien-être. Durant 1h15, auxiliaires de périculture et éducatrices pour jeunes enfants ont expliqué les bons gestes aux parents pour les apaiser. Chaque massage a sa petite histoire, un papillon qui se pose sur la jambe et qui s'envole pour arriver à ses pieds. Des histoires qui participent à la détente du bébé et qui permettent aux parents de mieux retenir les gestes. Dans la façon de masser, dans le papillon, l'horloge, tout ça. Faire des massages du pied à votre enfant à l'aide de votre pouce, exercer de légères pressions sur les bras et des petites frictions sur les jambes, ou encore massage de la tête, tant de techniques données que reproduisent les mamans. Pendant ce moment de douceur, des hormones de plaisir sont sécrétées, ce qui procure une sensation de détente au bébé et stimule le développement sensoriel. Mais avant chaque massage, les mamans sont invitées à appliquer de l'huile sur leurs mains pour la faire chauffer. Il y a tout un protocole pour masser un enfant. On fait par partie en général, c'est-à-dire on commence par les jambes, les bras. Pour bien masser un enfant, il faut rester dans un endroit agréable, avec une température assez élevée de 23 degrés et il faut effectuer des pressions assez douces, un peu comme nous quand on va se faire masser. Et lors du massage, une relation privilégiée se crée entre l'enfant et le parent.
Contrôleurs, agents de terrain, conducteurs, le personnel de la société Skibus a suivi jeudi une journée d'information sur la sécurité. Une journée pour rappeler quelques règles fondamentales comme le respect des distances, mais aussi prévenir les addictions ou encore simuler des situations d'accident. Mélanie Poquet. Si les sourires sont toujours là, c'est que ce bus qui bascule est un outil pédagogique. Un des ateliers d'une journée de sensibilisation Skibus et Car Perrier. C'est à la fois prendre conscience des risques, de la portée du risque, en les mettant en fonction des différents ateliers en situation d'accident, donc avec des simulations, des chocs à des vitesses, des tonneaux, un car scolaire qui se couche, mais également se permettre de se connaître soi-même. Une quarantaine de partenaires a été sollicitée pour cette deuxième édition, pompiers, médecine du travail ou encore associations. Le port de la ceinture, on la met systématiquement, c'est rentré dans notre culture. Le port de la ceinture, tout le monde, même bébé, ils mettent la ceinture, mais ils la mettent mal. On la met par peur du gendarme, par réflexe, mais on la met mal et ils ne savent pas que ça doit pas être dans les parties molles, ils ne savent pas qu'on doit enlever les doudounes, ils ne savent pas qu'on faut enlever le téléphone portable de la poche. Skibus et les Car Perrier salarient 220 conducteurs qui assurent 170 services par jour. Comme Françoise qui transporte des élèves depuis 3 ans, 4h30 quotidienne derrière un volant. Je vous lance le test et après ma collègue qui est opticienne va vous les interpréter. La façon déjà de quitter sa place, la façon de se comporter sur la route, il y a des petites choses comme ça qu'on se rend compte. Une journée dédiée aux conducteurs de bus, mais aussi les autres salariés. 74% des accidents mortels ont lieu lors de trajets quotidiens. Il était une figure de l'Église orthodoxe en France. L'archimandrite Barsanuph est décédé le 20 octobre dernier à 83 ans. Vice-président de la Conférence mondiale des religions pour la paix, il était aussi higoumène du Skitz du Saint-Esprit au Ménil-Saint-Denis, connu notamment pour ses engagements au service du dialogue interreligieux. Il aura impulsé la construction d'une dizaine d'églises orthodoxes en France. Ses funérailles ont eu lieu cette semaine à la cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité à Paris. Chaque vendredi, nous jetons aussi un coup d'œil sur le reste de l'actualité en Ile-de-France avec nos confrères de Via Grand Paris. Et aujourd'hui, c'est à Villejuif que nous nous rendons. La ville participe à l'opération Octobre Rose, une campagne de lutte contre le cancer du sein. À l'occasion d'Octobre Rose, mois de mobilisation contre le cancer du sein, la PHP et l'entreprise pharmaceutique Roche organisent des ateliers d'autopalpation, comme ici, à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. À l'aide d'un buste en silicone, des infirmières sensibilisent les femmes aux signes qui doivent les alerter. Voilà. Alors là, il y a une différence entre la peau d'orange et le cartonnage. Si vous touchez, là vous voyez c'est tout mou. Oui. Et là c'est cartonné. Ouais. C'est dur. Donc c'est une présence anormale qui fait que vous devez consulter votre médecin. Cette action de prévention doit permettre aux femmes de détecter les possibles anomalies sur leur poitrine, des gestes fondamentaux pour traiter au plus vite un possible cancer du sein. C'est vraiment de la sensibilisation, hein. Donc c'est-à-dire que le buste est au plus proche de ce qu'on peut faire par rapport à ce qu'elles pourraient éventuellement ressentir. Mais c'est vraiment leur dire, voilà, prenez l'habitude de vous regarder, prenez l'habitude de vous palper, de connaître votre corps, soyez capable, si quelque chose n'est pas comme d'habitude, de venir voir le médecin très tôt et de dire voilà, ça d'habitude je le sens pas ou ça d'habitude je ne le vois pas. En France, le cancer du sein touche près d'une femme sur 9. C'est la fin de cet hebdo. Le journal revient lundi avec Grégory Canalet à 18h en direct. N'oubliez pas, durant la nuit de samedi à dimanche, de reculer vos montres, vos horloges, vos réveils d'1 heure puisque nous passerons à l'heure d'hiver. Excellent week-end.